Entre enjeux et défis, une succession d'événements. Une halte sur un fait, une actualité. L'événement qui aura marqué la semaine. L'événement du Sahel. Un rendez-vous hebdomadaire destiné à décortiquer, analyser et commenter l'actualité phare du Sahel. L'événement du Sahel, présenté par Zine Chafaoui. Bonjour chers amis auditeurs et auditrices d'Ifriqiya FM, la bienvenue à vous dans votre émission L'événement du Sahel. Je rappelle que l'événement du Sahel est une émission hebdomadaire destinée à analyser, commenter et débattre les événements phares qui ont marqué la semaine de la région. L'émission est réalisée par Hafed Foukhar, présentée par Zine Chafaoui et à la barre technique nous avons notre ami Adel. Le numéro d'aujourd'hui sera consacré à la crise au Soudan. L'émission est intitulée « La crise au Soudan, un pays déchiré ». Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans nos studios le docteur Abdelkader Soufi, spécialiste en questions sécuritaires et enseignant universitaire. La bienvenue à vous. Bonjour, merci à vous. Bonjour. Nous avons également le plaisir de recevoir aujourd'hui notre ami et confrère Ahmed Kateb. Ahmed Kateb est journaliste et chercheur en sciences politiques. La bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour. Alors messieurs, depuis la mi-avril 2023, cela fait donc tout juste 3 mois, le Soudan est en proie à des combats meurtriers. Près de 3 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays, selon l'OIM. Parallèlement, plus de 730 000 personnes ont fui à travers les frontières du Soudan vers les pays voisins, selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Inquiets de l'évolution de la situation, les pays voisins ont tenu récemment un sommet qui vise à explorer les moyens de mettre fin au conflit actuel et à ses répercussions négatives. Ils ont également appelé à mettre fin à toute ingérence étrangère dans le conflit soudanais lors de ce sommet qui s'est tenu au Caire le 13 juillet dernier. Le Soudan, je rappelle, est en proie depuis avril 2003 à un conflit opposant les forces loyales au général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée et dirigeant du pays depuis le coup d'État de 2021, aux forces paramilitaires de soutien rapide, on les appelle FSR, dirigées par son adjoint ou son ancien adjoint, Mohamed Hamdan Daglo. Les combats se sont poursuivis malgré de nombreux accords de cessez-le-feu. L'événement du Sahel. Docteur Abdelkader Soufi, vous qui avez suivi de près ce conflit, pouvez-vous nous rappeler les raisons de cette guerre qui oppose ces deux généraux? Très bien, merci. D'abord, rebonjour à vous, à mon ami Ahmed, à l'équipe technique, à tous nos chers auditeurs, là où ils sont. En fait, le problème, nous sommes déjà dans le 4e mois, presque, et nous observons un statu quo dans la situation, aucune avancée, bien au contraire. Je crois que le feu se propage, mais d'une façon rapide, et que le temps devient insuffisant pour le règlement de ce conflit interne. Donc, je préfère commencer et faire une analyse sur un plan interne. Oui. Docteur Soufi, d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous sommes bien sûr ravis d'entendre votre analyse, mais quelles sont les raisons du conflit? Pourquoi aujourd'hui il y a un conflit au Soudan? Pourquoi deux généraux aujourd'hui se font la guerre? J'y arrive. Oui. Le conflit, en réalité, c'est un conflit politique, d'abord, et un conflit d'intention et de volonté. Les deux parties belligérantes, à un certain moment, il y a 3 ans, on faisait la même équipe. Ils ont renversé les civils. Oui. Donc, ils ont pris le pouvoir. Maintenant, pour un problème d'intégration, nous avons observé cette implosion de l'intérieur. Mais la question va au-delà de cela, parce qu'on a tendance à oublier aujourd'hui que le conflit ne concerne pas que 2 personnes. Oui. Le Soudan n'appartient pas qu'à Burhan et Hamiti. Donc, si nous avons bien compris, docteur Soufi, donc initialement, il y avait un projet d'intégration des éléments du FSR dans l'armée régulière. Mais c'est cette intégration qui a posé problème. Donc, à peu près, l'origine du problème vient d'abord de là.
Oui, mais au fait, il y a pire, parce que, en définitive, est-ce que ce à quoi s'attendaient les Soudanais, et je crois que les outils du règlement pacifique du Soudan et le retour à la normale ne reposaient pas seulement sur cette intégration, et cette intégration n'était pas l'urgence en elle-même. L'urgence, c'était revenir à un processus démocratique, revenir à une vie saine. Il y avait une feuille de route qui obligeait ou qui dictait aux responsables du moment de céder le pouvoir aux civils le moment venu. Oui, mais regardez, donc à un moment, on a proposé, l'armée régulière a proposé que les forces d'intervention rapide soient intégrées sur un délai de 2 ans. Oui. Alors que les forces d'intervention rapide le voyaient autrement, plus sur 10 ans. Donc il y a une conflictualité d'intérêts. Oui. Donc le pourquoi est connu justement non seulement par les personnes elles-mêmes, mais par les groupes auxquels elles appartiennent. Parce qu'en définitive, est-ce que c'est un conflit entre 2 personnes ou entre 2 clans? Oui. Nous avons vu que toutes les démarches qui ont été entreprises depuis 4 mois n'ont pas abouti. Non seulement elles n'ont pas abouti, mais on a vu que les 2 personnes principales n'ont pas assisté. Oui. Et quelque part, est-ce que ces 2 personnes, ce sont elles, on va dire les decision makers, ou bien il y a d'autres groupes qui sont dans le groupe même, ça veut dire d'autres militaires, que ce soit de l'armée régulière ou celle de l'intervention, oui, qui s'obstinent et qui défendent toute opération qui œuvre à venir à bout de ce conflit. Donc la question est beaucoup plus profonde. Je vous laisse la parole, peut-être qu'on parlera de plus. Mais Ahmed Kateb, la bienvenue à vous. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est bien de voir. Est-ce que cette rivalité entre les 2 généraux, le Burhan et Daglo, ne cache pas en réalité une guerre de leadership? Il y a plusieurs niveaux d'analyse. La guerre de leadership y est. Elle est claire, elle est nette. Chacun se voit roi à la place du roi. Pourquoi? Parce que ce sont 2 chefs militaires, maintenant, qui s'entretuent. Il y avait un problème de leadership qui allait imposer son leadership sur l'autre. Donc il y avait cette problématique d'intégration des FSR au sein de l'armée. Donc l'armée soudanaise proposait un calendrier de 2 ans. Oui. Les FSR proposaient plutôt d'élargir ce calendrier et de l'étendre à 10 années. Bon, ça c'est un premier niveau. Le deuxième niveau, il est plutôt d'ordre sociologique. Pourquoi? On est toujours dans la tradition de conflictualité au Soudan entre un centre, c'est la bourgeoisie nilotique avec son siège à Khartoum, Omdurman. Oui. Donc c'est la bourgeoisie traditionnelle, politique, administrative et économique, face à une périphérie représentée ici par Daglo Diahmiti et les SFR, qui, faut-il le rappeler, sont majoritairement issus du Darfour, donc qui est à la périphérie du centre. Donc on a cet antagonisme sociologique. Qui détient le pouvoir, qui détient les leviers de la puissance économique, et ça s'est aggravé par l'accaparement par Hamiti et ses proches collaborateurs des ressources aurifères du Soudan, donc, et le transfert de l'or vers Dubaï, et leur participation à l'acheminement de flux migratoires de la Centrafrique vers le Soudan en direction de la Libye. Donc tout ça engrange des devises, beaucoup d'argent, donc donne beaucoup d'influence, et c'est là où se situe justement l'antagonisme. Donc si les SFR devaient intégrer l'armée d'ici 2 années, donc un calendrier court, cela aurait asséché
Le pouvoir sources, du tout à fait, général les sources Daglo aurait été dissous. d'enrichissement Oui. de Daglo et de ses amis. Donc on a également ce niveau, sans oublier un niveau international Oui, on va y donc, revenir. de manipulation par telle ou telle puissance. Mais justement, vous venez de parler, Ahmed Kateb, du niveau international. Comme je l'ai signalé lors de la présentation de l'émission, la semaine dernière s'est tenue au Caire une réunion des pays voisins du Soudan. Lesquels pays s'inquiètent de l'évolution de la situation. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils appellent à l'arrêt de l'ingérence. Est-ce qu'actuellement, au Soudan, on assiste aussi à une sorte aussi de guerre par procuration? C'est une guerre par procuration. Et on le voit. auquel cas, elle oppose qui et qui? Quels sont les différents acteurs aujourd'hui qui existent ou qui interviennent sur le terrain ou sur le théâtre des opérations au Soudan? Si on prend le chef de l'armée, donc Le général le Burhan. général Burhan, Abdel Fattah al-Burhan, qui dirige le pays Oui. depuis au moins 2019. Donc, on a l'Égypte qui est à ses côtés, on a l'Arabie Saoudite, et au-delà, on a les États-Unis. Donc, on comprend cette médiation saoudo-américaine à Jeddah pour faire taire les armes et rapprocher les points de vue entre les deux protagonistes. Il y a des éléments aussi qui laissent entendre que les Émirats arabes unis soutiennent les deux belligérants À la fois. à la fois, ce qui est assez inédit. J'y arrive, Mais mais c'est pas, Il n'y a pas que. mais c'est pas il y a pas inédit que- pour les ouais. Émiratis, hein, Oui, ni d'autres sponsors. oui. Parce qu'en cas de conflit, parfois, très souvent, on retrouve le même parrain en train de financer les deux protagonistes à la fois Oui. pour engranger lui-même les dividendes On du parle, conflit. on parle aussi d'une implication du général Haftar. On parle de l'implication du général Haftar aux côtés de Daglo. Oui, On parle également des Wagner oui. aux côtés de Daglo. On a justement une sorte de polarisation, mais si on pousse un petit peu l'analyse plus loin, on va trouver que l'option d'une installation d'une base russe à Port-Soudan est tombée à l'eau, le conflit a été lancé. Oui. Donc, c'est Il y a une survenu concomitance. quelques semaines après l'échec des négociations soudano-russes. Donc, depuis pratiquement 2 ans, les Russes négociaient avec Khartoum pour pouvoir disposer d'une base navale à Port-Soudan. Donc, c'est pratiquement en face Jeddah, au cœur de la mer Rouge. Donc, à mi-chemin entre Bab el-Mandeb et Suez. Donc, c'est dire l'importance De cette, stratégique d'une du telle Port-Soudan. base pour les Russes. oui. Et ça leur donne également Pour les un Américains autre point d'accès à une mer pas très chaude climatiquement parlant Oui. ou biologiquement, Mais mais contrôler d'un l'économie point de vue mondiale. géostratégique très importante et très stratégique, C'est une route commerciale et extrêmement empruntée. empruntée notamment par les supertankers Exact. Oui. qui viennent du golfe arabo-persique en passant par Suez et la Méditerranée afin d'arriver en Europe ou aux États-Unis. اللوري الحلة بيض دلاني في الودي دلاني في الودي هلا Que pouvez-vous nous dire, le docteur Soufi, sur justement les principaux acteurs qui interviennent au Soudan et au-delà, quels sont les enjeux de ce conflit, en plus de ce que vient de dire notre ami Ahmed Kateb? Vous savez, c'est le conflit des paradoxes. Les amis, d'ailleurs, sont des fois les ennemis au Soudan. Disait tout à l'heure Ahmed que
par exemple Haftar qui se range du côté de Daglo, alors que en Libye, il est partenaire de l'Égypte, qui elle-même est partenaire de Burhan. Burhan. Les niveaux d'analyse sont trois, bien sûr, et cela explique un peu cette conflictualité. D'abord, il y a une guerre de leadership, mais surtout celui qui doit éliminer l'autre. Oui. L'intégration totale des forces d'intervention rapide, Oui. cela sous-entend qu'il n'y aurait qu'un seul chef, indépendamment de celui qui va avoir la même mise sur les ressources naturelles au Soudan. Nous sommes dans un cas de figure où le partage du pouvoir n'est pas possible. Très bien. Donc on ne peut pas avoir deux têtes au sommet d'une même armée. Ensuite, on ne peut pas avoir deux armées, sachant que les SFR sont le parallèle, mais quand même, ils ont 100 000 hommes. Oui, 100 000 hommes, c'est une force qui est plus importante que certains pays du Sahel, par exemple, ou même, c'est plus que peut-être l'armée régulière de la Tunisie. Oui. Ensuite, donc, effectivement, dans cette conflictualité interne, il y a des acteurs qui interviennent d'abord régionaux, qui ont beaucoup d'intérêt. Le Soudan, c'est un pays très riche. Daglo a la même mise non seulement sur l'or et les minerais, mais aussi sur le cheptel et les terres agricoles. Cependant, l'armée régulière donc a la même mise sur le complexe industrialo-militaire. Oui. Voilà. Les intervenants externes ont deux objectifs. D'abord, garantir un intérêt, mais surtout bloquer cette guerre pour qu'elle ne dépasse pas les frontières. Pourquoi ? Un embrasement rapide qui va prendre de l'espace envoie le Soudan vers la faillite. Un Soudan en faillite totale, ça veut dire qu'il y aura des groupuscules de gens qui vont faire le diktat et se substituer à l'État, à même des villes et des quartiers. Vous voulez dire que nous verrons l'apparition de seigneurs de guerre. Les seigneurs de guerre. Ensuite, cela fait l'exportation des crises, l'exportation des conflictualités, l'exportation de la guerre. Dans une région déjà extrêmement fragilisée et déjà en crise. Très bien. Si le Soudan appartient à l'Afrique de l'Est, il reste que le Soudan partage une frontière avec le Sahel, qui est déjà une région extrêmement instable. Très bien. Et il partage donc les frontières avec 7 pays, autrement dit avec l'Afrique de l'Est, avec l'Afrique du Centre et avec le nord de l'Afrique. Oui, même l'Égypte. Voilà, ces mêmes États qui sont une partie aussi, qui composent une partie du Sahel, donc d'où la propagation rapide. Si jamais cela arrive à dépasser réellement la frontière du Soudan. Docteur Soufi, est-ce qu'on peut s'attarder un tout petit peu sur l'intérêt géopolitique et l'intérêt géoéconomique du Soudan ? Ah oui, le Soudan, comme nous disons, donc, il est un carrefour d'abord. Stratégiquement, c'est un carrefour entre 3 grandes régions majeures en Afrique. Il est aussi une porte sur la mer Rouge, comme le disait Ahmed. Il représente une station d'essence, de carburant pour la marine marchande et la marine de guerre. Oui. Cela nous envoie vers le 3e niveau d'analyse, qui est les grandes puissances, la Russie et les États-Unis, qui se disputent le port du Soudan. Pourquoi le port du Soudan ? Parce que non seulement le port du Soudan, il est important géostratégiquement de par sa position, mais aussi le pétrole et le gaz qui vient du Sud-Soudan passent par le port Soudan. Donc on est là avec l'arrosoir et avec la plateforme. Ensuite, il peut devenir une plateforme, j'allais dire un porte-avions, pour l'un ou pour l'autre. Il est juste en face, à 200 km donc, de l'Arabie Saoudite, d'autres intérêts majeurs. Cela explique un peu cette importance géostratégique. Ensuite, sur le plan géopolitique, le Soudan, c'est l'un des pays
les plus riches d'Afrique, si ce n'est le plus riche. Oui. C'est la plus grande puissance de bronze au monde. Vous C'est avez l'un le- des plus grands producteurs de bronze. Vous avez le C'est un bronze, pays oui. producteur d'or, parmi D'or. les plus grands dans le Il a monde. les terres les plus fertiles d'Afrique, dit-on Les aussi. plus terres, voilà, et le meilleur cheptel, le plus de cheptel. Oui. Donc, autant d'atouts sur le plan géopolitique que le Soudan devient important. Ensuite, sur le plan politique, Oui. un Soudan stable, un Soudan a toujours joué un rôle prépondérant au sein de l'Afrique, mais au sein de la Ligue arabe. Oui. Donc, avoir le Soudan de son côté, c'est avoir un atout majeur. Aujourd'hui, le Soudan Oui. est en déperdition. Oui. Ensuite, cette importance sur le plan social, quand même, la composante humaine, elle est riche et elle risque de se disloquer avec des conflictualités internes. Ces conflictualités internes risquent d'envoyer le Soudan donc se diviser en plusieurs États, ce qui ne fera pas les affaires des pays voisins, par exemple. Mais justement, je vous remercie, Dr Soufi. Ahmed Kateb, quid maintenant de la société civile soudanaise? Est-ce qu'elle s'organise pour essayer de reprendre le dessus et de faire entendre sa voix? Est-ce qu'il y a des initiatives lancées dans ce sens? Parce qu'on a l'impression aujourd'hui que le son des armes recouvre pratiquement tout le pays et tout le reste. Hélas, la société civile soudanaise, réputée pour être l'une des plus dynamiques du monde arabe, Et très moderniste aussi. très moderniste, avec des partis politiques très, très performants, très, très forts, avec un ancrage populaire réel, Oui. notamment le Parti communiste soudanais, le Parti l'Oumma, Oui, oui. de feu Sadiq al-Mahdi, donc qui représente la tendance confrérique de l'islam confrérique, Oui. les partis affiliés aux frères musulmans. Donc cette société civile, malheureusement, s'est tue. Elle était en conciliabule en février, mars, pour essayer d'arriver à une feuille de route, concrétiser cette fameuse feuille de route, Un compromis avec un les compromis militaires. avec les militaires pour un passage de témoins Un passage pacifique et apaisé. pacifique, apaisé, dans l'ordre. On voit maintenant, avec ce conflit qui a dégénéré entre le Burhan et Hamiti, que la société civile, comme prise au dépourvu, Oui. elle n'arrive plus à faire entendre sa voix. Et la crainte, c'est que, comme le dit le docteur Soufi, c'est qu'elle soit complètement fragmentée. La fragmentation à Khartoum, non. Parce que le problème se pose entre le centre et la périphérie. C'est ça. Comme il s'est posé entre Khartoum et le Sud-Soudan, aujourd'hui, il se pose entre Khartoum et le Darfour, les 5 provinces du Darfour, et Khartoum et le Kordofan. Donc on est dans un conflit typique qui a caractérisé la conflictualité soudanaise depuis 1956. Maintenant, on voit le conflit perdurer entre un centre et une périphérie. Oui. Le centre et le Sud-Soudan, donc, qui aboutit en 2011 à l'indépendance Du Sud-Soudan. du Sud-Soudan après référendum. Aujourd'hui, il y a un très grand risque de voir le Darfour détaché et pratiquement larguer les amarres Oui. d'avec l'État central soudanais. On pousse quelque part, il y a eu des appels de la part de certaines tribus arabes au Darfour pour rappeler les conscrits, les militaires arabes à quitter les rangs de l'armée soudanaise. Donc il y a une volonté de fragmentation de l'armée Oui. nationale soudanaise au profit de qui? C'est ça la bonne question. Donc ça ne va pas profiter à l'État central soudanais, bien au contraire, elle profite aux forces centripètes. Mais juste- ça risque aussi quand même D'aller vers une autre fragmentation. une autre, du Soudan. fragmentation, j'y arrive, ne serait-ce qu'en 3 parties. Oui. Le Kordofan, le Darfour et le Ce Soudan. qui reste Ouais. du Soudan, c'est Voilà. ce que je dis, Ouais. parce que l'enjeu est là. Absolument. Et le tribalisme aidant, les conflits tribaux aidant, donc on ne peut que se questionner et avoir peur pour l'avenir de l'État central soudanais. Merci beaucoup, Ahmed Kateb. Il nous reste encore une toute
petite minute avant la fin de l'émission. Docteur Soufi, très rapidement, est-ce que vous pouvez nous parler de l'impact du conflit du Soudan sur justement cette zone et par extension la zone Sahel? Très brièvement. Moi, je crois que le conflit du Soudan a une autre... Tout à l'heure, on parlait de près de 3 millions de réfugiés déplacés internes, plus de 300 000 qui ont quitté le pays. Nous avons commencé déjà à voir l'inflation et le problème d'intégration en Égypte, avec la flambée des prix, du loyer et ensuite. La même chose pour le Tchad, donc je pense pour l'Éthiopie et le reste des pays. Il faut surveiller surtout la frontière soudano-tchadienne. Voilà, très bien. Je vous remercie, messieurs, de nous avoir honorés de votre présence. Nous arrivons au terme de cette émission. Je remercie nos auditeurs que j'invite à nous suivre lors de notre prochaine émission. En attendant, restez branchés sur Ifriqiya FM et bonne écoute avec la suite de nos programmes. Au revoir.